Bonjour, aujourd'hui nous recevons Michel Simonin. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, donc soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre là, des entretiens de la Glorieuse publiés tous les mardis depuis 6 ans. Voilà, donc vous êtes Aveyronais, vous êtes un spécialiste du patrimoine, vous avez 80 ans, vous avez consacré votre vie à rénover les châteaux. Vous en avez rénové à peu près entre 70 et 80. Oui, c'est ça, c'est pas que des châteaux, hein, c'est aussi des églises, du petit patrimoine rural. Bon, ça peut être des lavoirs, ça peut être des fours à pain, tous des monuments qui sont intéressants et qu'on n'avait pas envie qu'ils disparaissent. Euh, Voilà, alors votre œuvre c'est le château de Montaigu, 40 000, entre 40 et 50 000 visiteurs par an. Vous êtes aussi président régional de l'association Rempart Occitanie, qui s'occupe des vieux monuments, des très vieux monuments même. Vous êtes adjoint au maire de la commune de Gissac, c'est un petit village dans le sud d'Aveyron. Voilà, vous avez rénové aussi avec votre épouse la tour du Viala du Paggio, qui était menacé Disparition. Ouais. de Ouais. disparition. Alors, je vais dire, voilà, Saint-Jean-d'Alcas, l'église troglodyte à Peyre, à côté de Millau, le château de Peyrelade dans les gorges du Tarn. Enfin, bon, voilà. Vous occupez de chantiers de bénévoles. Voilà, une autre passion, vous êtes collectionneur de camions anciens. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation. Avant de vous poser quelques questions et de me taire, je vais vous parler de la une du prochain numéro, le 1025. Donc, vive, le titre, c'est Vie ma vie au service de la rectrice, jardinier, chauffeur, gouvernante aux petits soins, pour la rectrice de Montpellier, Sophie Béjean. Voilà, on revient sur une autre. Toujours sur la télé, donc les belles villas, les filles faciles, les fiestas à gogo. La télé-réalité, en fait, c'est la télé fausse réalité. Voilà, politique, l'Occitanie rose voire rouge avec la NUPES, Montpellier capitale culturelle outsider, et on revient aussi sur la virée du maire de Montpellier au salon de l'agriculture. Michel Simonin, merci d'avoir fait le déplacement des Hautes-Terres Rouergat. Écoutez, merci de m'accueillir à Montpellier. Voilà, bon, c'était un plaisir, hein. C'était déjà vu dans l'Aveyron, on en avait discuté. Voilà, bon, moi je suis très heureux ici que vous puissiez me recevoir et en plus de vous parler de tous ces monuments qu'on a dans l'Aveyron, entre autres. Voilà, alors comment on fait pour tomber dans la passion de la rénovation des châteaux? Et écoutez, c'est vraiment du hasard. C'est vraiment du hasard. Bon, il se trouve que j'étais allé me promener dans le sud d'Aveyron. Voilà, et j'ai découvert un très beau château, très en ruine, le château de Montaigu, sur un site exceptionnel sur les Rougiers de Camarès. Voilà, et ce château, bon, plein de choses à l'intérieur qu'on ne trouve pas dans d'autres châteaux. Voilà, et qui peuvent séduire, donc, parce que c'est vraiment des curiosités. Et puis, bon, moi, Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier? j'allais là-bas en vacances, hein. De toute façon, j'allais là-bas en vacances. Et puis surtout, bon, je suis revenu 2 ans après, le quart du château s'était complètement écroulé. Et le reste allait suivre. Voilà, D'accord. ça on le voit très bien. Moi j'ai une formation de physicien, et dès que des voûtes commencent à pousser, si vous voulez, les murs, eh bien c'est l'écroulement total très très rapidement. Vous voyez, on avait des murs qui s'écartaient de 2 cm par an, ce qui est absolument énorme. Voilà. Alors un très beau château, je vous ai dit. Bon, on sent à l'intérieur de ce château, bon, toute la vie qui s'y est déroulée. Voilà, c'est un petit château, ouais, habité par des familles. Et puis surtout, on sent que les propriétaires qui y ont habité, eh bien, ils ont voulu faire sans doute des choses spéciales pour aménager leur vie quotidienne, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres châteaux. Vous voyez, donc c'était des précurseurs. Voilà. Par exemple, bon, on est au 15e siècle. Bon, le seigneur des lieux s'est dit, par exemple, mais moi j'ai envie d'avoir l'eau courante dans la grande salle. Ouais, parce que c'est pour mon confort personnel. Bon, j'ai envie aussi de pouvoir accéder directement à la citerne, tout un tas de détails. Racontez-nous alors l'eau courante dans un château du 15e siècle. En général, si vous voulez, au 15e siècle, vous commencez à avoir les premiers éviers, ouais, hein, les premières fontaines, mais on amène un seau, les serviteurs amènent un seau, et donc ben, on arrive à avoir de l'eau comme ça. Ici, comme il était très futé, eh bien, il s'est dit, je vais faire une communication avec la cuisine, voilà. Dans la cuisine, je vais faire un réservoir, et puis les serviteurs, dès que j'aurai besoin d'eau, les serviteurs vont me verser de l'eau par ce réservoir, et j'aurai de l'eau courante qui arrive dans ma grande salle, chaude ou froide.
Ouais, des choses incroyables. Pourquoi Donc, chaude? hein, Pourquoi chaude? eh ben, s'il a envie d'eau chaude, D'accord, il demande à ses serviteurs de verser de l'eau chaude. Bon, d'accord. on a la chambre du Seigneur à côté. Bon, la chambre du Seigneur, bon, c'est souvent très peu confortable. Il y a un peu de chauffage quand même. Et puis souvent, ben, dans les châteaux, vous avez des latrines. Hein. Ouais. Bon, les latrines, elles sont souvent à courant d'air. Voilà, ça sent pas très bon et tout ça. Voilà. Et bien là, il a inventé un système, si vous voulez, justement, pour pas qu'il y ait de courant d'air. Ouais. Avec un système de galerie dans l'épaisseur des murs et tout, pour pas que les mauvaises odeurs remontent. Ouais. Et que ce soit des latrines confortables, où on peut s'installer à l'intérieur. Alors, c'est des trucs tout simples. Il a mis la lumière. Vous voyez comment on peut mettre les lumières dans les latrines? On amène le bougeoir et il y a un emplacement pour mettre le bougeoir. Vous ne trouvez pas ça dans d'autres latrines. Vous voyez, c'est un confort supplémentaire. C'est un malin, mais qui n'a pas usé beaucoup d'artifices pour améliorer sa vie quotidienne. Et il y a plein de petits détails comme ça que l'on retrouve. Moi, j'ai été séduit par tout ça, puisque j'étais intéressé par les châteaux et on ne trouve pas tout ça ailleurs. Alors, à quel âge vous avez été envoûté par les châteaux? Mais écoutez, là, ça a commencé avec le château de Montaigu. Moi, j'avais 22 ans par là. Voilà. Alors, vous découvrez comme ça un château. Bon, j'étais étudiant. Pour un étudiant, ça n'a pas beaucoup de sous, on sait très bien. Voilà, donc il a fallu faire quelque chose. Alors, comment on fait? Bon, on découvre un château, on veut le sauver. Voilà. Et il faut trouver euh, un système pour le faire. Voilà. Alors, je me suis renseigné pour savoir à qui il appartenait. C'était des braves paysans qui avaient acheté ce château plus pour les terres que pour le château. Ouais. Et je rencontre des agriculteurs complètement terrorisés. Ouais, mais terrorisés. Hein. Voilà. Et sans arrêt dans la Terrorisé par quoi? conversation, Terrorisé par je vais quoi? vous dire, sans arrêt dans la conversation, il disait, oh là là, mais si il y a le quart du château qui est tombé, s'il y avait quelqu'un dessous, on serait responsable. Et à l'heure actuelle, on serait en prison. Voilà. Ouais. Donc c'est parti comme ça. Et alors, bon, comment on peut négocier pour acheter le château? Eh bien, on va réfléchir à un système. Il y a le viager qui existe. Vous voyez? Voilà. Alors, j'aurais proposé de l'acheter en viager. Hein. C'est amusant le viager, parce que vous savez que chaque année, on donne une certaine somme Mhm. aux propriétaires. Alors là, c'était l'équivalent de 200 litres de lait de brebis par an, bien sûr. Hein, puisque là-bas, c'est la richesse, c'est le lait de brebis. Donc, Hein. vous leur donniez 200 litres de lait de brebis par an? Oui, alors pas en monnaie, hein. Ah oui, oui, Voilà, d'accord. voilà, c'est ça. Et donc on a pu faire comme ça, on a pu faire affaire comme ça. Eux, ils ont été extrêmement soulagés, hein, parce que bon, ben, Ah, vous avez fait une bonne affaire. je sais pas si je fais une bonne affaire. 200 litres de brebis par an Je, pour un château, je sais pas. aussi beau que Je celui-là. ne sais pas. Alors après, ben voilà, c'est très bien, on est propriétaire. Bon, mais on fait rien sous-sol. C'est trop gros. Puis moi, je suis enseignant, si vous voulez. Je me suis toujours intéressé à la jeunesse. Je travaillé avec les jeunes et tout. Donc, il faut monter une association la 1901. Ouais. Et Donc, monter et faire des chantiers de jeunes. voilà. Ouais. Et adhérer à Rempart. Voilà, Voilà. donc venons à Rempart, ça tombe Oui. bien. Donc cette association Rempart, dont vous êtes le président ou le vice-président, s'occupe des châteaux en Occitanie. Alors, Rempart, c'est une grosse union d'associations qui comprend 180 associations dans toute la France. Et D'accord, on s'est structuré régionalement. d'accord. Ouais, voilà. Bon. Et donc, il y a Rempart Occitanie, on a 26 associations qui adhèrent à Rempart. Et donc, en fait, on a deux présidents. Hein. D'accord. Pourquoi? Parce qu'avant, il y en avait un en Midi-Pyrénées, un autre en Languedoc-Roussillon, on a fusionné. Ouais, voilà. Donc, on a 26 Vous êtes associations. coprésident alors. Co-président, c'est bien ça. Et donc, on va aider ces associations à réaliser leurs chantiers, à réaliser Donc, leurs rêves. Ouais. donc il y a combien de châteaux à rénover en Occitanie? Ben, rien que Rempart, si vous voulez, c'est à peu près 25 monuments. Vous voyez, D'accord. en Occitanie. Et il y en a d'autres Le qui est reste, en on n'en parle projet pas. ou qui sont pas rénovés ou sur lesquels il faudrait se Déjà, il y pencher? a des demandes d'adhésion tout le temps. Voilà. Vous adhérez, Ouais. on peut adhérer facilement à votre association? Oui, à condition, si vous voulez, bon, de respecter certaines règles, en C'est quoi les particulier règles? bon, l'accueil des jeunes. D'accord. Voilà, tout ce qui est autour de l'éducation populaire. Voilà. C'est quoi l'éducation populaire? Si vous voulez, l'éducation populaire, c'est quelque chose qui est monté au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. D'accord. Voilà, c'est une reconnaissance en fait qui fait que bon, on va accueillir et former des jeunes dans certaines conditions. Hmm. Voilà. Et on va être reconnu, les associations vont avec certains critères être reconnues d'éducation populaire.
D'accord. Et Voilà. au château Et de puis, Montaigu, vous recevez combien de jeunes, par exemple, chaque année alors écoutez, jusqu'à maintenant, en fait, on évolue sans arrêt, si vous voulez. Et c'est ça un peu la richesse de l'association de Montaigu. Bon, on se remet tout le temps en question et on évolue tout le temps. Alors on a commencé avec des très très gros chantiers de jeunes, hein, puisque au début, pendant les 20 premières années, il fallait énormément travailler, énormément déblayer. Bon, on avait 5-6 chantiers par an de 40 personnes, hein, Mhm. ce qui est considérable. C'est-à-dire qu'à chaque vacances scolaires, bon, moi je venais de la Provence à ce moment-là, voilà, et puis hop, on montait un chantier à Montaigu, alors dans des conditions très sévères, hein. Ouais, je sais pas maintenant les jeunes s'ils continueraient à venir comme ça, puisque bon, il y avait juste une source d'eau froide pour se laver, vous voyez, pas de chauffage, Mhm. voilà, et on couchait dans des duvets un peu par terre, hein. Vous voyez, c'était à la dure, hein, au Ouais, début. ouais, ouais. Voilà, mais ça nous a permis de faire une très très grosse restauration. Et on a encore des anciens bénévoles qui sont toujours membres de l'association et qui participent activement donc à son fonctionnement. Heureusement, heureusement. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est des aventures. Et pendant 20 ans, eh bien, il nous a fallu 20 ans pour restaurer et sauver le château. Voilà. Et en Occitanie, donc ma question, est-ce qu'il reste beaucoup de châteaux qui sont un peu à l'abandon, des châteaux à rénover ou... Oui, oui, il y en Oui. a plein. Il y en a plein? Oui, 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 il y en a plein. Parce que j'ai l'impression que dans beaucoup de départements, il y a des châteaux qui se visitent, c'est un peu la... De plus en plus. Voilà. Oui, de Il y en plus en a plus. énormément qui ont été rénovés. Ouais. Si vous avez des départements qui ont été plus sauvegardés que d'autres, Lesquels? hein, bon, comme l'Aveyron par exemple, parce D'accord. qu'il y a eu beaucoup moins Il y avait beaucoup de de- châteaux dans l'Aveyron Oui, aussi. beaucoup, beaucoup. Ils ont été moins démolis. Hein, peut-être sans doute la Révolution a été un peu moins virulente qu'ailleurs. Vous voyez, voilà, la D'accord. Révolution, on a beaucoup démoli de monuments un peu partout. Hein. Et donc, bon, dans l'Aveyron, il en est resté beaucoup. Et c'est vrai qu'il s'est créé de nombreuses associations. Il y a beaucoup de particuliers aussi qui ont décidé de rénover ces châteaux. Mais il en reste encore en ruine. Hein, et il y en a qui Et il y sont a les jamais châteaux cathares restaurés. qui restent en ruine. Oui, alors, les châteaux Pourquoi ils les d'Icata, si rénovent vous pas? voulez, c'est des très très beaux édifices, hein, dans l'Aude, bon, un peu dans les Pyrénées-Orientales, voilà, bon. Il s'est monté un produit autour de ces châteaux qui sont très beaux et il y a de nombreux visiteurs qui peuvent les visiter. Voilà. Mais ils sont quand même assez bien sauvegardés. Pourquoi on les reconstruit pas? Alors, si vous voulez, il y a des doctrines au niveau du ministère de la Culture, hein. Oui. C'est-à-dire, bon, certains monuments vont être protégés, soit classés. Hmm. Ça, c'est des édifices sans doute qui ont un peu plus de valeur et d'intérêt historique, et puis d'autres qui vont être inscrits. Voilà. Et la doctrine, si vous voulez, c'est de restaurer des monuments que si on a suffisamment d'éléments pour le faire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du viollet-le-duc. Vous voyez, on ne fait pas comme à Carcassonne, par exemple, vous vous trouvez bien. Voilà, Carcassonne, bon, Viollet-le-Duc, c'est dit. Moi, je vais considérer une architecture, par exemple, 15e siècle, et je vais reconstruire comme ça aurait pu être. Voilà, on ne fait plus ça. Si vous voulez, depuis la charte de Venise, par exemple, bon, on ne fait plus ça, c'est-à-dire on essaie de collecter archéologiquement et historiquement suffisamment d'éléments, et si on a suffisamment d'éléments, eh bien, on peut donc reconstruire des parties. Ouais, mais on n'invente pas. Ouais, c'est ça. C'est dommage parce que ce serait bien d'avoir des châteaux cathares reconstruits même si c'est un peu, comment dirais-je, c'est pas conforme à la réalité ancienne. La réalité ancienne, on la connaît pas ou on la connaît peu. Si vous la Il n'y avait prof... pas de dessin. Il y avait des dessins à l'époque des châteaux Ah bon. cathares. Oui, Donc on sait exactement comment ils sont. non, non, pas tous. Pas tous, mais il y a certains édifices où on retrouve des dessins. Il y a un armorial dans le Massif central qui s'appelle l'armorial de Revel. Voilà. Et c'est quelqu'un eh bien, qui a dessiné les châteaux à l'époque, vers le Tous 16e. les châteaux? Bonne partie. D'accord. Voilà, il y a eu cette chance. Bon, sur le Larzac, avec les Templiers hospitaliers, on a des descriptions très précises des édifices, puisqu'en fait, les Templiers hospitaliers, ils faisaient, les commandeurs faisaient visiter leurs édifices pour savoir dans quel état ils étaient. Donc vous aviez des inspecteurs qui passaient tous les 3 ans, ouais, et qui notaient, ah ben D'accord. là, oui, il y a un carreau de cassé. Là, alors on a plein de renseignements, et là on peut reconstruire, si vous voulez. On a suffisamment d'éléments. Voilà. Autrement, bon, il ne faut pas être trop faussaire quand même, et il ne faut pas, bon, trop s'écarter un peu de la réalité et de l'histoire. Hein. Donc le château de Montaigu, c'est fini aujourd'hui la rénovation? Oui, on a mis 20 ans. Vous voyez, c'est D'accord. fini depuis un moment, heureusement. Et là, vous faites Hein. les extérieurs. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu plus compliqué que ça. 1980, on a fini de restaurer le château de Montaigu. Voilà. Et on s'est dit, eh bien, on a acquis maintenant une très bonne expérience dans la restauration,
une expérience qui a été reconnue par l'architecte des bâtiments de France, ministère de la Culture. Vous voyez? Et donc, comme il y avait énormément de monuments à restaurer dans l'Aveyron, et qu'ils savaient que nous, on était compétents pour le faire, on a collaboré, et on a pu comme ça intervenir sur des très beaux monuments et faire une bonne partie de la restauration. Voilà. Si vous voulez, donc, au bout de ces 20 ans, bon, il y a eu deux choses en parallèle. Soit on était intervenu sous la demande de l'architecte des bâtiments de France pour faire des restaurations de monuments donc, qui existaient dans la région, soit eh bien, on a empêché, comme je vous l'ai dit, certains monuments de disparaître. Certains monuments qui en valaient vraiment le coup. La tour du Village du Poggio, l'église troglodytique de Père, le château de Peyrelade. Alors, tous ces édifices-là, si vous voulez, c'est des aventures. C'est-à-dire, pour moi, c'est des histoires très précises, vous voyez, qui se sont faites. Vous voyez. Pensez, par exemple, un soir de Noël, vous voyez, un maire qui me téléphone complètement affolé, en me disant, oh là là, je ne sais pas quoi faire, j'ai le château qui s'écroule sous mon village, que pouvez-vous pour nous? Ouais. Intéressant. Voilà, c'est le maire de Bertholène, hein, mais c'est pas ça grave. Voilà. Bon, j'ai été séduit, je l'ai rencontré, et on a pu faire une action justement pour pas que le château soit démoli, parce que la seule solution qu'ont ces maires pour assurer la sécurité, c'est de démolir l'édifice. Et oui, parce que s'il y a des pierres qui tombent sur toute la population, c'est pas possible. Voilà. Donc vous travaillez avec des bénévoles sur des chantiers d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, après, donc en 1983, bon, l'association, oh, elle a eu, comme dirais-je, des vœux un petit peu pieux, des vœux un peu intéressants. Elle a dit, voilà, on a beaucoup travaillé pour les pierres, maintenant on va travailler plus pour les hommes. Hein. Et on a décidé de monter ces chantiers d'insertion. Hein. Chantier d'insertion, c'est quoi? Bon, ce sont des chantiers qui sont agréés par l'État, voilà, et qui vont accueillir des personnes qui sont en très grande difficulté, privées d'emploi. Voilà. Et le but, nous, c'est donc un atelier chantier d'insertion agréé. Et le but, eh bien, c'est de pouvoir former ces personnes, les accompagner pour qu'elles retrouvent le plus possible, le plus rapidement possible un travail. Ouais. Mais vraiment, on nous confie des personnes qui ont des très très grosses difficultés. Ouais. Voilà. Et ça marche bien, je veux dire, hein, tous ces chantiers d'insertion. Il y en a beaucoup des chantiers d'insertion qui existent dans toute la France. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien? Ben, ça marche bien, si vous voulez, parce que ces personnes-là vont trouver une écoute, bon, vont trouver un accompagnement, bon, vont rentrer dans un monde associatif. Bon, on va s'adapter un petit peu à leur rythme. C'est beaucoup des personnes qui n'ont pas travaillé depuis très très longtemps. Il y en a même qui n'ont jamais travaillé, des fois des gens du voyage, vous voyez, qui arrivent comme ça. Voilà. Et donc, elles vont retrouver une certaine convivialité. Mais le but, notre problème, c'est qu'elles veulent après rester très longtemps. Hein. Mais notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est très rapidement qu'elles puissent retrouver un travail. Ou au moins des formations, qu'on puisse leur faire des formations. Alors on a des très gros avantages pour ça, si on peut dire, parce qu'on a une salariée qui fait que ça, hein, qui est une conseillère en insertion professionnelle, donc qui va les accompagner en permanence. Et puis on a des entreprises partenaires qui vont accepter d'accueillir ces personnes quand elles sont prêtes, hein, dans leurs entreprises pour faire des stages. Ouais. Et puis des fois, ben, ça peut. L'entreprise a dit, ben, après tout, celui-là ou celle-là, ils sont pas si mal. On va les garder dans notre entreprise. Ouais. Donc, en gros, si vous voulez, nous, chaque année, on a, allez, 55% de personnes qui ont retourné à l'emploi. D'accord. Donc, restauration du patrimoine, social. Je dirais, voilà, chantier d'insertion, bénévolat, tout ça, vous en tirez une grande fierté. J'y passe surtout beaucoup de temps. Alors, je dirais pas que c'est pas inintéressant, c'est intéressant, voilà. Mais on y passe beaucoup de temps, et il y a le côté positif, bien sûr. Et puis, parallèlement à ça, bon, ben, il y a tout le côté qui est difficile, c'est-à-dire, on en revient à gérer une entreprise, gérer une petite entreprise. Bon, donc, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pas une question d'argent. Vous gérez une entreprise, c'est compliqué. Vous avez des salariés. Hein? Vous avez combien de salariés? Ben, on a 7 CDI, si vous voulez, 7 CDI. Gérer une entreprise, c'est compliqué. Vous avez des aides des institutionnels? Au niveau financier, ben, si vous voulez, les chantiers d'insertion, le salaire des personnes qui sont en insertion est payé par l'État. D'accord. Voilà. Le salaire des encadrants, hein, que ce soit les encadrants techniques ou à la CIP, conseillère d'insertion professionnelle, c'est à l'association de les payer. Et que dit l'État? Eh bien, l'État dit, écoutez, nous, on vous autorise à
émettre des factures, faire des travaux pour des communes, des choses comme ça, émettre des factures. Et avec cet argent que vous allez récupérer, vous allez pouvoir payer vos salariés et payer vos frais généraux. Bon, c'est compliqué. D'accord. C'est compliqué de toute C'est façon. pas simple. Voilà. Donc les institutionnels vous suivent un petit peu. Vous avez d'autres projets aujourd'hui? Alors, je vous ai dit, notre association est toujours en pleine évolution. Là, on a franchi vraiment une nouvelle étape, puisque on a décidé en 2007, avec la communauté de communes de Montserougier à l'époque, voilà, Montserougier, on a décidé eh bien qu'on pouvait créer un pôle touristique très intéressant à Montaigu, qui serait un petit peu une image du territoire, ouais, pour faire venir plus de personnes, voilà, pour faire découvrir un peu plus tout ça. Voilà. Et il y avait le château, et puis à côté, il y avait un village complètement en ruine, abandonné. Mhm. Et avec, avec des propriétaires qui, à la limite, s'en fichaient complètement et ne souhaitaient pas, même pas le vendre, si vous voulez, hein. Voilà. Et l'idée, ça a été de, si vous voulez, créer un écomusée. Vous voyez. Voilà, créer un écomusée dans ce village. À partir de 2007, donc on a beaucoup travaillé avec la communauté de communes. Bon, Montaigu, je vous ai dit, c'est vraiment un site exceptionnel pour un écomusée. Puisque vous avez trois parties, hein. Vous avez les seigneurs, le château, les paysans les plus riches qui sont dans le village autour de l'église, bien sûr. Et puis un tout petit village après qu'on appelle la Jasse. Donc là, c'était des gens très pauvres hein, qui se louaient, les brassiers. Ouais. Donc vous avez trois habitats complètement différents. Et faire découvrir ça aux visiteurs, eh bien, c'est passionnant. Si on l'aménage bien, si vous voulez, eh bien, on a le bouche à oreille qui fonctionne d'une manière remarquable et beaucoup de monde qui vient. Maintenant, il faut, nous, si vous voulez, qu'on puisse animer ça. Parce qu'on a créé une petite usine à gaz, si on peut dire, hein. C'est-à-dire que maintenant, on s'étend sur 2 kilomètres. Et il faut animer tous ces lieux. Donc, obligatoirement, on est obligé d'arrêter certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, eh bien, on va arrêter les chantiers de restauration. Hein, et on va lancer, si vous voulez, beaucoup plus l'animation au niveau des arts et traditions populaires et la découverte du milieu, la découverte de l'historique, des paysages et tout ça. Voilà. Donc c'est toujours difficile hein, de faire des restructurations comme ça et on y travaille beaucoup. Voilà, oui, ça amène des licenciements, par exemple, puisque ceux qui faisaient l'encadrement technique, bon, ben, ils n'auront plus leur rôle là. Ouais. Donc, ça amène tout un tas de modifications. Et quand on est bénévole et qu'on a envie de s'occuper d'associations comme ça, bon, ben, s'occuper de toutes les tracasseries du monde du travail, bon, ben, c'est ce qui m'embête le plus, moi, franchement. Hein. Mais bon. Très bien, mais sur ces belles paroles, je vous remercie. Voilà, ben Et je vous souhaite écoutez, une bonne journée. merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis c'est vrai que bon, ça dure depuis 55 ans. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Très bien. Merci, monsieur Cuche.